Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire, bienvenue dans la fabuleuse aventure SoDeepTech que nous avons lancée avec un événement unique en France et peut-être dans le monde, puisque nous proposons aujourd'hui, hier, aujourd'hui et encore demain, 30 webinaires sur la technologie, 30 webinaires sur l'accompagnement que le pôle peut proposer à ses membres et à ses futurs membres. Alors, aujourd'hui, c'est le dernier webinaire de la journée. Juste pour information, on a eu plus de 1000 inscrits sur ces webinaires avec des intervenants de qualité. Et c'est sûrement pour ça aussi que nous avons eu ce succès. Alors, aujourd'hui, le webinaire qu'on vous propose, il est particulier. Dans les accompagnements qu'on propose à nos membres, on n'avait pas l'habitude justement de travailler sur ces sujets et on veut vraiment mettre un point d'honneur à donner le cadre le plus pertinent pour travailler avec le secteur public. Le secteur public en général achète beaucoup de technologies et il y a des appels d'offres, c'est les manières un peu traditionnelles, mais il existe des cadres juridiques qui peuvent accélérer la position d'une entreprise sur le secteur public, en particulier avec les différentes opportunités du catalogue et des marchés UGAP. L'UGAP, Union des groupements d'achat du secteur public, a mis en place toute une série de dispositifs pour permettre aux collectivités d'acheter facilement de la technologie et en particulier des logiciels. Et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est d'abord ce cadre juridique qui est accéléré. Ensuite de ça, on va vous parler de la visibilité parce que pour qu'un établissement public vous achète facilement avec l'UGAP, il faut qu'il vous connaisse. Et pour ça, on a un de nos partenaires, Solène, qui lui est une plateforme qui donne une visibilité incroyable sur le public comme sur le privé. Donc voilà les deux thèmes qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et j'espère que vous allez y trouver votre compte. Donc nos deux intervenants, que je remercie de participer, en particulier sur un horaire qui est un petit peu décalé, mais c'est tout à leur honneur. Nathalie Bouillon, qui, elle, travaille sur l'innovation pour l'UGAP, et Pascal Barotou, qui, lui, porte l'offre Solène. Donc, je vous fais juste un petit rappel. Vous pouvez tous poser, chers visiteurs, chers auditeurs, vous pouvez poser des questions dans l'onglet questions. Ensuite, aux deux présentations, on va avoir une séance de questions-réponses et je reprendrai toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas dès maintenant à poser toutes les questions que vous avez en tête. Voilà pour le tableau. Je vais laisser la parole à Nathalie qui va nous donner tout le champ du possible de l'UGAP et des achats de technologie dans le secteur public. Merci Nathalie. Merci Christian. Donc, écoutez, bonjour à tous. Donc voilà, Nathalie Bouillon, mon nom a déjà été donné. Donc je m'occupe de l'innovation au sein de l'UGAP. Et ce que je vous propose ce soir, c'est qu'on aborde en deux temps un peu la présentation, que je vous parle un petit peu de l'UGAP et de son fonctionnement, vous expliquer un petit peu quels sont les leviers. Et puis à la fin, on partira sur des cas pratiques, c'est-à-dire voilà, effectivement, répondre à la grande question, comment être référencé, c'est-à-dire comment apparaître au catalogue à l'UGAP. Donc je vais démarrer un petit peu par des choses, je vais aller très, très vite dessus, vous allez voir, c'est très simple. En gros, je pense que pour tous ceux qui se sont frottés un jour aux acheteurs publics, ils se sont rendus compte que les acheteurs publics, lorsqu'ils avaient un projet d'achat, dès que ce projet d'achat dépassait les 40 000 €, c'est-à-dire que le fameux seuil des 40 000 €, ça devenait tout de suite un peu plus compliqué et qu'on avait peut-être des fois un peu de crispation au niveau des acheteurs publics. Et effectivement, lorsque les acheteurs publics montent un projet d'achat, ils doivent donc évaluer un budget, ils comparent ce budget au seuil et en fonction du budget qu'ils ont alloué et du code de la commande publique qu'ils doivent respecter, ils vont devoir utiliser certaines procédures. Et ça se complexifie un petit peu lorsqu'on passe ce fameux seuil des 40 000 €, puisque les procédures dites simplifiées, donc on va dire de gré à gré, la règle des 3 devis, c'est des choses qu'ils ne peuvent plus utiliser. Donc ça veut dire qu'ils vont passer sur des appels d'offres, typiquement. Ce sont des procédures d'achat qui sont longues, qui coûtent de l'argent. Et donc voilà, ça peut crisper un petit peu certains acheteurs. Alors à l'UGAP, on a un fonctionnement qui est quasi unique en Europe. L'UGAP est une centrale d'achat et nous, on va se positionner à l'interface entre les fournisseurs et les clients publics. C'est-à-dire qu'on va sélectionner des fournisseurs via des appels d'offres.
Donc, on va passer des appels d'offres classiques pour le compte de clients publics qui, eux, après, auront juste à acheter chez nous sans eux-mêmes passer d'appel d'offres. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas de latence. Ils ont besoin typiquement d'une imprimante. Ils viennent à l'UGAP, ils commandent 10 imprimantes, 1000 imprimantes. Ils n'ont plus à se soucier des seuils. Donc, je le rappelle, l'UGAP, nous sommes une structure publique. Et donc, à ce titre, notre objectif, n'est pas de faire des bénéfices, c'est-à-dire qu'on a juste besoin d'être à l'équilibre. Comment on se rémunère? On fait une marge entre l'achat et la revente. Alors, quel est le gain finalement pour les parties prenantes? Alors, les avantages pour les clients, donc nos acheteurs publics, ça va être le temps calendaire, le temps homme, c'est-à-dire qu'un appel d'offres, c'est à peu près, c'est plusieurs mois, des fois ça peut monter jusqu'à plusieurs années pour monter un appel d'offres. C'est-à-dire qu'avant d'avoir choisi le fournisseur, l'acheteur, il doit monter sa procédure juridique, donc ça prend du temps, ça coûte de l'argent, et ça, l'UGAP le prend à sa charge puisque c'est l'UGAP qui monte les appels d'offres. Le risque juridique, il est aussi porté par l'UGAP. Donc, quand les acheteurs publics viennent chez nous, ils n'ont plus à se soucier de ce point-là. Et puis ensuite, la qualité et les prix, c'est des choses qui sont négociées puisqu'on est une centrale d'achat public et que les fournisseurs, voilà, en venant, demandant un référencement à l'UGAP, on n'a même pas besoin de négocier. Généralement, ils viennent déjà avec des prix qui sont relativement bien remisés. Ensuite, l'avantage pour les fournisseurs. Alors après, vous allez voir, il y a 2 couleurs et je vous expliquerai pourquoi. Le premier avantage, pardon, c'est le coût des soumissions. C'est-à-dire qu'un fournisseur, quand il répond à un appel d'offres chez nous, finalement, il répond pour l'ensemble de nos clients. Il y en a un certain nombre, je vous donnerai le chiffre tout à l'heure. C'est-à-dire que, par ailleurs, si vous deviez répondre à un appel d'offres, vous allez répondre, si c'est pour des collectivités, vous allez répondre collectivité par collectivité ou même par des ministères. À l'UGAP, quand vous répondez à un appel d'offres, l'appel d'offres, il est ouvert à tous les clients derrière. Donc, c'est une seule réponse à un appel d'offres. Vous apparaissez 4 ans au catalogue UGAP, puisqu'en fait, c'est la durée de nos contrats. À l'UGAP, nos contrats sont de 3-4 ans. Et donc, pendant ce laps de temps-là, vous avez une concurrence moindre, puisque vous avez l'exclusivité du marché de l'UGAP, une distribution nationale, puisque l'UGAP est représenté sur tout le territoire français. Et puis, vous êtes payé sous 30 jours, parce que l'UGAP s'engage à payer tous ses fournisseurs sous 30 jours. Alors, qui sont nos clients? Clients publics, ça veut tout dire et rien dire. Des fois, les clients de l'UGAP, ce sont les ministères et leurs opérateurs, c'est-à-dire tous les organismes avec une mission de service public. Typiquement, le CEA, le CNRS sont des opérateurs. Les collectivités, de la toute petite collectivité, d'une toute petite mairie jusqu'aux grandes agglomérations, aux régions, aux départements. Et puis, les acteurs du service public, donc GHT, EHPAD, typiquement font partie de nos clients. Donc en gros, 3 typologies de clients, de typologie à l'UGAP. Ces clients-là, ils n'ont pas l'obligation de passer par l'UGAP. C'est-à-dire que c'est une facilité pour eux, mais s'ils décident de monter leur propre marché, ils ont le droit de le faire, il n'y a pas d'obligation et il n'y a pas de droit d'admission. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est un client public, c'est complètement gratuit de passer par l'UGAP. Au-delà de ça, pour les organismes qui touchent à la fois des subventions, publiques et qui ont une partie privée, là, il y a un dossier d'admission qui doit être effectué, mais encore une fois, c'est gratuit. Les canaux de vente, il en existe 3 à l'UGAP, 3 grands canaux de vente. Le site UGAP, donc vous avez à peu près 1 million de références. Donc là, on est un peu comme une marketplace, hein, si je puis dire. Nos clients viennent, ils cliquent et puis, voilà, ils achètent, ils procèdent à leurs achats. Un centre d'appel et de relations clients. Et puis ensuite, on a tout ce que j'appelle moi la direction, ce qu'on appelle chez nous le réseau, en fait, la direction commerciale, qui est organisée en 8 territoires. L'idée pour nous est vraiment d'être au plus proche des collectivités, de venir se greffer aux organisations de nos clients. Et là, chaque client UGAP va avoir son chargé d'affaires, spécialisé ou pas. Vous avez des chargés d'affaires qui sont spécialisés en informatique, typiquement, ou en santé, sur les besoins de santé, et ils vont pouvoir passer leurs commandes via leur chargé d'affaires. En quelques chiffres, donc ça, c'est les chiffres de 2022. Donc en 2022, on a fait, près, on va dire, de 6 milliards de commandes enregistrées à l'UGAP. On est sur 5 segments produits: services, véhicules, informatique, médical, mobilier, équipement en général. Ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que sans surprise, c'est l'informatique sur lequel, voilà, on a le plus développé, en tout cas, notre chiffre d'affaires, si je puis dire. Sur les typologies de clientèle et sur leur poids, le poids le plus important, il est avec les ministères, si on les regroupe avec les établissements publics de l'État, donc typiquement les opérateurs, puis ensuite viennent collectivités territoriales et la santé.
Nous avons 23 000 clients sur le territoire français. Et puis, on a actuellement plus de 3 250 marchés qui sont actifs à l'UGAP, qui sont répartis entre plus de 700 fournisseurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces fournisseurs-là, on a quand même 74% qui sont des ETI slash PME et qui sont pour la plupart implantés en France. Donc, c'est vraiment une volonté, en tout cas, de l'UGAP de travailler avec des PME. Ça fait partie de notre stratégie et pour moi, qui fait partie du département politique publique, c'est une réelle volonté. Donc voilà. Et en termes de commandes, on est voilà, à plus d'1 million de commandes. Si je fais un petit focus sur l'achat innovant, donc en 2022, on a enregistré 158 millions d'achats innovants, tout secteur, ce qui représente plus de 3% de nos commandes d'achat. Le premier secteur, voilà, et comme je le disais tout à l'heure, encore sans surprise, c'est l'informatique, avec notre marché de soft, sur lequel je reviendrai plus spécifiquement en fin de présentation, puis la santé et les véhicules. Toutefois, voilà, vous pouvez, les offres innovantes à l'UGAP, vous pouvez quand même les retrouver sur tous nos secteurs. Ce que je tiens à dire, c'est qu'on n'a pas pour l'UGAP, l'objectif n'est pas d'acheter de l'innovation pour de l'innovation, mais d'acheter de l'innovation parce qu'il y a un besoin au niveau des acheteurs publics. Et je crois que Christian l'a dit en préambule, c'est vrai qu'en ce moment, on a des vrais enjeux sur tout ce qui est économie circulaire, sur tout ce qui va être outils de décarbonation, et que ce soit dans le logiciel ou même sur nos autres marchés, nos autres offres, c'est 2 choses qu'on va retrouver. Donc voilà, j'en ai mis quelques-unes, mais voilà, c'est vraiment à titre d'exemple. En mobilité, voilà, typiquement, vous avez des drones qui sont beaucoup utilisés par les services de pompiers, qui l'ont été d'ailleurs l'année dernière pendant les incendies. Des robots terrestres. Sur la santé, vous allez trouver tout ce qui est exosquelette, les cabines connectées, voilà, qui ont connu on va dire un développement grandissant avec la période Covid. Et puis maintenant, avec les zones où voilà, on manque de médecins, c'est des choses qui sont demandées par les collectivités. Et puis après, voilà, tout ce qui va être solution d'e-administration, la tablette braille, solution d'accessibilité. Donc voilà. Et puis le plus gros marché sur lequel en ce moment on génère en tout cas le plus d'innovation, ou en tout cas on achète le plus d'innovation, c'est sur les logiciels. Je ne sais pas s'il y a des questions ou si je les prends à la fin. Christian? Oui, non, on les prendra à la fin. Ok. Tu peux continuer, Nathalie. Ok, très bien. Donc voilà, je vais essayer de répondre à la grande question, comment rentrer au catalogue de l'UGAP? Parce que je pense que c'est une question, enfin en tout cas moi, c'est une question qu'on me pose souvent. En gros, à l'UGAP, il y a 2 manières de rentrer. La première, j'ai envie de dire la voie royale, c'est l'appel d'offres. Vous identifiez un appel d'offres qui va être publié à l'UGAP ou qui est déjà publié, et vous y répondez. L'avantage pour les fournisseurs, c'est que vous allez avoir un lien direct si vous remportez cet appel d'offres, vous allez avoir un lien direct avec l'UGAP. Vous avez un portage commercial qui est assez fort, puisque je ne l'ai pas précisé, mais notre force commerciale, tout à l'heure, la cartographie que je vous ai montrée avec nos territoires, c'est la moitié d'effectifs de l'UGAP, donc c'est presque 750 collaborateurs. Vous allez bénéficier des délais de paiement de l'UGAP, donc 30 jours, une concurrence amoindrie puisque vous avez l'exclusivité du marché. Par contre, les points un peu moins marrants, parce qu'il faut bien qu'il y en ait, c'est la lourdeur. Vous allez subir la lourdeur et les aléas de l'appel d'offres, puisque entre le moment où vous allez répondre à l'appel d'offres et si vous êtes sélectionné à la fin, en tout cas si vous êtes le fournisseur sélectionné au sein de cet appel d'offres, il peut se passer plusieurs mois. Quand je dis plusieurs mois, c'est au-delà de 6 mois. Assez facilement. Pour entrer en sous-traitance. Alors, sous-traitance, je précise que c'est en termes génériques et non techniques. Et donc là, pareil, 2 couleurs. Les avantages, l'appel d'offres, finalement, c'est déjà une autre entreprise qui a répondu. Donc finalement, c'est cette entreprise qui a subi la lourdeur et l'aléa de l'appel d'offres. Donc vous n'avez plus cette partie-là. Et donc du coup, vous rentrez sur un marché qu'on dit déjà exécuté. C'est-à-dire qu'en gros, le marché, il vit déjà sa vie de marché. Si vous êtes accepté en sous-traitance, on peut imaginer de manière très grossière qu'1 mois après, vous puissiez commercialiser sur le marché. Donc que vous puissiez vendre aux clients publics via le marché UGAP mis en place. Donc, vous avez la possibilité d'entrer en cours de marché. Donc vous n'avez pas besoin d'attendre que le marché soit renouvelé. Vous pouvez rentrer quand le marché il a ses 2 ans, 3 ans. Maintenant, les points les plus délicats, on va dire que c'est limité aux contrats qui le permettent. C'est-à-dire que tous les appels d'offres
ne permettent pas la sous-traitance. On a des marchés à l'UGAP qui, dès le départ, ont été écrits de manière à ce qu'il n'y ait pas de sous-traitance. Vous avez un lien qui n'est pas direct avec l'UGAP. Donc là, on va commencer à parler des choses qui fâchent, mais on va parler de marge. C'est-à-dire que vous vous doutez bien que le fournisseur de rang, ce que nous on appelle le fournisseur de rang 1, donc c'est le fournisseur qui a remporté l'appel d'offres, va prendre une marge au passage et vous subissez ces délais de paiement. C'est-à-dire que nous, à l'UGAP, on paye nos fournisseurs sous 30 jours, mais quand vous êtes en sous-traitance, effectivement, l'entreprise pour laquelle vous êtes sous-traitance, elle est bien payée sous 30 jours, mais après, vous subissez ces délais de paiement. Donc voilà, donc là, j'ai voulu vous donner quelques exemples. Alors comme je vous ai dit, il y a 3200 marchés à l'UGAP, donc j'ai essayé de trouver les marchés en tout cas qui puissent vous intéresser. Vous m'excuserez voilà, si j'ai pas visé exactement le marché qui pourrait vous intéresser. De même, il y en a 3200, donc je les connais pas tous par cœur. Mais voilà, je pense que vous me poserez les questions et puis on pourra peut-être en discuter après. Alors ce fameux marché multi-éditeur, c'est le marché de Soft, à l'UGAP. Je pense que vous en avez peut-être pas mal entendu parler. Il a été renouvelé là en avril, de cette année, donc 2023 et il a été remporté par SCC. Donc SCC, c'est un distributeur, c'est pas un éditeur de logiciels et donc ils ne vendent pas de logiciels en tant que tel sur ce marché. Par contre, ils font appel, à 3000 éditeurs qui derrière vont venir s'agglomérer et vont venir alimenter le marché. Donc la chaîne de valeur, elle est là. Si vous rentrez sur le marché multi-éditeur, SCC est votre client, l'UGAP est le client d'SCC et le client final auquel vous allez livrer la solution, c'est le client de l'UGAP. Voilà, je vous la fais grosso modo, mais voilà, en termes de processus sur la vente, vous inquiétez pas, on facilite les choses quand même. Les conditions de marché. Alors ça, c'est les grandes conditions. Il y en a bien d'autres, mais voilà, j'essaie de vous mettre quelque chose d'assez macro. Ce marché, il vous permet de vendre de l'abonnement de l'acquisition, de plateformes, de logiciels, de pouvoir vendre de la formation et du setup pardon, de la maintenance sur les logiciels que vous avez vendus et du développement sous condition. Ce qu'il ne permet pas de faire, et c'est très important, il ne permet absolument pas de faire du matériel. Pour ceux qui ont des solutions d'IoT, veut donc dire que vous ne pourrez pas vendre tout ce qui est capteur, vous ne pourrez pas le vendre sur ce marché-là. Et puis des prestations qu'une autre entreprise pourrait réaliser. L'idée de ce marché, c'est vraiment de vendre du logiciel, du soft et d'y adosser à la limite des prestations, mais qui sont en lien avec le logiciel ou la plateforme que vous avez vendu. Donc on n'est pas sur un marché de conseil. Pour y rentrer, vous avez une adresse mail qui est ici et je pourrais vous la remettre tout à l'heure dans le chat si vous voulez. C'est intégrer le multi-éditeur@ugap.fr. Ce que vous faites, c'est que vous envoyez un mail à cette adresse-là et vous recevrez, sous 2-3 jours, les modalités pour rentrer au marché. Ce qu'on va regarder à l'UGAP, c'est qu'effectivement, voilà, vous vendez bien du logiciel et que vous ne vendez pas du hard. Mais ce qu'on va regarder surtout pour rentrer au niveau de l'UGAP, on va regarder votre solidité financière. Donc, on va vous demander un scoring financier. C'est ce qui vous dira voilà, si vous êtes conforme ou pas conforme. Ce marché, il est particulier du multi-éditeur parce que sur ce marché, et c'est le seul, c'est l'UGAP qui s'occupe du référencement en direct. Donc, c'est pour ça que ça permet de faire rentrer assez facilement de l'innovation. On n'a pas de grande campagne de référencement. C'est un référencement qui se fait au fil de l'eau, pardon. Et en termes de délai, vous êtes à peu près à 6 semaines de délai. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vous dit, OK, le dossier il est conforme, le scoring il est OK, vous respectez les modalités du marché, 6 semaines après, généralement, votre solution elle est commercialisable. Alors, je mets quand même un bémol, on rentre en période estivale. Donc voilà, si vous me demandez votre référencement demain, je ne peux pas vous assurer que dans 6 semaines, vous serez sur le marché. Mais voilà, il faut compter à peu près 2 mois pour pouvoir être référencé, pouvoir commercialiser. Ensuite, le marché des prestations informatiques, et plus particulièrement le marché des prestations intellectuelles. Donc, je vous ai mis le lien et c'est pareil, je pourrais vous le remettre dans le chat, le lien vers ces marchés-là. En fait, les prestations intellectuelles et informatiques, donc P2I, il est découpé en fonction de la solution que vous allez apporter. Donc là, vous avez du conseil en système d'information télécom, de la MOA, de la MOE, de l'assistance à la dématérialisation, prestations de services, de sécurité. Voilà, et donc c'est les 6 grands marchés qui sont découpés. En fonction de votre solution, vous avez un titulaire de contrat. Donc je vous ai mis le nom des titulaires pour chacun de ces marchés.
Et sur ces marchés-là, il faut prendre attache directement avec le titulaire de marché. Donc généralement, ce que je conseille, première chose, vous allez sur le lien que je vous ai envoyé pour regarder, en fonction de vos solutions, sur quel, marché vous pourriez vous positionner. L'idée, voilà, c'est de vraiment répondre au cahier des charges et sur le site, vous allez voir, c'est bien détaillé et ensuite, vous prenez attache directement, avec les contacts. Pour des questions d'RGPD, nous, à l'UGAP, on ne donne pas de contact en direct, mais pour avoir testé, certains réseaux sociaux professionnels en mettant, le nom du titulaire et puis GAP, généralement, vous tombez sur, le directeur de la BU. Un petit warning sur ces marchés-là, ce sont des marchés, enfin, c'est un marché, pardon, qui est renouvelé en janvier 2024. C'est-à-dire que, pour ceux qui vont demander demain, de rentrer sur ce marché, à un des titulaires ou peut-être à plusieurs titulaires, ce qu'il faut savoir, c'est que, cette sous-traitance, elle va durer à peu près, 6 mois, pas plus, puisqu'en janvier, on sera sur d'autres titulaires. Peut-être les mêmes, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, il faudra recommencer le processus. Et donc vous demandez, aux titulaires de contrat de rentrer sur le marché et eux vous font une sous-traitance déclarée auprès de l'UGAP, donc typiquement un DC4. Pour tous les autres marchés de prestations informatiques, vous avez pareil, je vous ai mis le lien, vous allez dessus et vous regardez, à quoi voilà, à quel, besoin votre offre pourrait répondre. Vous avez aussi, sur le site de l'UGAP un programme d'appel d'offres prévisionnel, donc pour 2 ans. Et dessus, en fait, on vous met les dates de commercialisation. Alors, je vais expliquer dès le départ parce que je pense que je vais avoir pas mal de questions après. Les dates de commercialisation, c'est les dates à partir desquelles les offres, elles sont commercialisables sur le site de l'UGAP. Ce qui veut donc dire qu'à ce niveau-là, le marché, il est déjà notifié. Donc, soit vous vous positionnez en sous-traitance, si vous avez bien, voilà, bien suivi, mais en tout cas, si vous voulez répondre à l'appel d'offres, c'est trop tard. Il faut revenir à peu près 1 an en arrière quand vous voulez répondre à un appel d'offres. C'est-à-dire que tous nos appels d'offres, vous allez les retrouver sur la plateforme du GIP Maximilien. Donc si vous voulez répondre en direct, vous regardez la date de commercialisation, vous retirez, allez, un peu plus d'1 an et vous faites de la veille sur les plateformes qui, il y en a pléthore, hein, qui décrivent tous les appels d'offres. Donc voilà, donc j'en ai pratiquement fini, c'est mon avant-dernier slide. Tout ça pour vous dire, voilà, l'idée aujourd'hui, c'était aussi, voilà, de vous présenter un petit peu différentes méthodes pour, accéder au marché public. Voilà, je sais que quand je discute marché public avec des startups, des PME innovantes, le mot qui ressort beaucoup, c'est complexité, on ne comprend pas, c'est flou. Donc l'idée, voilà, c'était de vous dire, voilà, il existe d'autres solutions. Je vais essayer dans le slide d'après de vous résumer un petit peu toutes ces solutions-là et avec les liens. Mais voilà, il y a une réalité quand même, hein, qu'il faut dire et qu'on subit à l'UGAP parce que c'est notre mode de fonctionnement aussi. On est sur des gros marchés puisqu'on a des marchés qui doivent s'adresser quand même c'est des grosses volumétries parce qu'on s'adresse à l'ensemble des clients publics et puis en plus, on n'achète pas pour nous-mêmes en fait, on achète pour le compte de tiers. Mais finalement, si je dois faire un peu un ratio, allez, sur 100 demandes d'entreprise, moi, que j'ai, il y en a 10 qui vont rentrer au catalogue. Sur les 10, il y en a 8 qui vont aller vers les multi-éditeurs et il y en a 2 qui vont rentrer sur des offres, sur des marchés qui sont déjà exécutés. Je ne compte pas ceux qui vont répondre aux appels d'offres, hein. Et concernant la sous-traitance, voilà, le titulaire, il a son mot à dire. C'est-à-dire que sur le MME, c'est particulier parce que le marché a été fait de telle façon que c'est l'UGAP qui fait le référencement, mais sur tous les marchés de sous-traitance et de manière très générale, même en UGAP, pardon, c'est toujours le titulaire qui a son mot à dire. Donc si, votre négociation commerciale ne fonctionne pas avec le titulaire, malheureusement, vous ne rentrerez pas sur le marché et ça, on ne pourra rien y faire même à l'UGAP. Donc sur les marchés possibles, je vous ai parlé du logiciel, vous avez aussi un marché de traçabilité dans le médical qui fonctionne aussi, pas mal en sous-traitance, prestations intellectuelles informatiques, on en a parlé. Vous avez des marchés de conseil, à l'UGAP, conseil en organisation, en stratégie, qui fonctionnent aussi, sur le même mode que les prestations intellectuelles. Et puis, nous aurons bientôt, je croise les doigts, un nouveau marché qui est le marché territoire de demain, qui permettra de faire rentrer des solutions type IoT, qui va répondre à des problématiques telles que la gestion d'eau, gestion d'énergie, où là, vous aurez à la fois du soft, de l'IoT, donc du hard, mais il y aura aussi adossé, des missions de conseil. Donc je pense que ça sera pas, enfin c'est un marché qui sortira pas avant la fin d'année, voire même peut-être début 2024. Mais voilà, en tout cas, je ne manquerai pas d'informer Christian quand, celui-ci sera notifié. Dernier slide, résumé.
Donc voilà, pour tout ce qui est, si vous voulez répondre à un programme d'appel d'offres, excusez-moi, si vous voulez répondre à un appel d'offres, allez sur notre site. Vous allez trouver donc le programme d'appel d'offres prévisionnel pour les 2 années à venir. Tous nos appels d'offres qui sont publiés, puisque c'est une obligation du code de la commande publique, vous allez le trouver sur le GIP Maximilien. Je pense qu'en région, je ne sais pas, je pense qu'il y a peut-être des entreprises qui sont en région. Je pense que ça doit être décliné aussi en région, mais voilà, je pouvais pas tout mettre. Sur le marché multi-éditeur, si vous souhaitez intégrer, envoyez un mail à l'adresse que je vous donne là. On vous enverra les modalités pour pouvoir accéder, pouvoir rentrer sur le catalogue. Le marché des prestations intellectuelles informatiques, comme je vous ai dit, il faut contacter les titulaires de marché directement. Allez sur notre site, regardez quels sont les différents marchés sur lesquels vous pouvez vous positionner et après contacter les titulaires de marché. Et puis pour toute autre question, hein, je n'ai pas parlé, mais on a un marché de drones qui va bientôt être renouvelé. Il y a pas mal de choses. Je ne pouvais pas tout détailler. Vous avez un formulaire sur notre site qui est devenir fournisseur et vous avez une vraie personne derrière qui prend son temps et qui répond à chaque demande. Donc voilà, moi j'en ai fini là. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Très bien. Eh bien, merci Nathalie là, de nous avoir présenté le champ du possible. Et effectivement, moi, pour avoir pas mal pratiqué les marchés UGAP, c'est vraiment un accélérateur de folie, hein, il faut le dire, surtout le multi-éditeur. Mais ce qui n'empêche pas que c'est un cadre juridique et donc il faut aller au contact du client potentiel final. Et quand on discute avec une agglo, quand on discute avec un conseil départemental et qu'on lui dit ma solution est référencée à l'UGAP, alors là, les portes sont déjà plus grandes ouvertes pour discuter. Donc, c'est un cadre juridique qui permet vraiment d'accélérer sur le logiciel, qui permet aussi de travailler sur des offres de prestations outillées, hein, puisqu'on va vendre une prestation avec son outil quelquefois, en travaillant avec les solutions. Donc, merci Nathalie. On a quelques questions qui concernent vraiment l'UGAP, donc je vais te les poser tout de suite. Alors, question 1. Peut-on travailler avec l'UGAP lorsqu'on est dans le secteur de la défense? Alors, secteur, c'est large, hein. C'est-à-dire qu'à l'UGAP, on est une centrale d'achat généraliste. Il y a quand même des choses qu'on ne fait pas. Typiquement, l'armement, c'est des marchés qui sont réservés, donc on ne va pas dessus. D'accord. Maintenant, sur tout ce qui est soft, si par exemple vous proposez un logiciel qui est dédié à la défense, vous pouvez très bien vous faire référencer chez nous. Oui. Sachez quand même que le MINARF, donc le ministère des Armées, ils ont aussi leurs propres appels d'offres. Vous pouvez aller sur leur site. J'ai pas forcément parlé de d'autres Oui. plateformes d'État, mais je sais qu'ils ont leur propre site et ils font quand même aussi pas mal d'appels d'offres par eux-mêmes. D'accord. Tout va dépendre, j'ai envie de dire, voilà. La seule chose sur lesquelles on n'ira pas, nous, c'est de l'armement pur et dur. C'est des choses que vous ne trouverez pas chez nous. Très bien. C'est très clair. Ensuite, peut-on vendre des POC avec l'UGAP? J'ai envie de dire oui et non. Je suis désolée pour cette réponse qui est mi-raisin. Pourquoi? Parce que et c'est lié aussi au fonctionnement de l'UGAP. Comme je vous l'ai dit, on a 23 000 clients. Donc quand on monte un appel d'offres, il y a 2 choses. Il y a effectivement, il y a le volume. Donc on doit trouver des solutions quand même qui pourraient répondre, j'ai envie de dire éventuellement, dans la mesure du possible à l'ensemble de nos clients. Alors, c'est pas forcément le cas pour tous nos marchés, hein. Le marché par exemple des gants, ça va pas s'adresser aux collectivités, quoi. Quoique, mais bon bref. Donc voilà, donc il y a une question de volume, donc de maturité de solution. C'est-à-dire que on veut, enfin, nos clients veulent quand même avoir des solutions qui marchent, hein. Je veux dire, la plus grosse peur, c'est qu'ils achètent quelque chose qui ne corresponde pas à leurs besoins et puis qu'ils doivent racheter derrière une autre solution qui va leur coûter encore plus cher. Ça, c'est la première chose. Et puis la seconde, c'est qu'on n'achète pas à l'UGAP pour nous-mêmes finalement. On achète pour le compte de tiers. Et donc, il y a quand même, on a quand même une démarche commerciale, même si on a un EPIC, hein, mais on a quand même besoin de faire de la marge et de pouvoir vivre, de pouvoir. Donc en fait, c'est quand même des choses qu'on va regarder. Je dirais que tout ce qui est POC dans le marché multi-éditeur, finalement, ça passe mieux parce que c'est des choses qui vont être à la marge pour nos clients. Sur des offres qui sont plus consistantes, ça va être plus difficile. On est quand même plutôt sur des solutions qui sont matures, c'est-à-dire qui sont déjà industrialisées. Merci pour cette réponse. Troisième question. Est-ce qu'il existe une IA éthique de l'UGAP permettant de trouver des appels d'offres dans les 3200 appels d'offres dont tu nous as parlé annuels, lancés en cours ou non encore commercialisés, type moteur de recherche par ontologie? Est-ce qu'il y a une dimension éthique
des marchés? Alors, on a une dimension éthique parce qu'on a une stratégie RSE, hein, donc je suis au département Mmh. politique publique, donc je peux vous en parler un petit peu. Sur nos marchés, en tout cas, les appels d'offres qu'on monte, on a de plus en plus de clauses d'insertion, de clauses environnementales, parce que de toute façon, c'est une obligation, hein. On a la loi AGEC, enfin, nos clients, eux, sont pressés par certaines lois, donc on est obligé aussi de s'adapter. Donc si le sens de la question, si j'ai bien compris, c'est de savoir, voilà, si quand on monte un appel d'offres, on a un sens éthique, donc c'est des choses qu'on va de plus en plus regarder. C'est des choses qu'on va de plus en plus mettre en place parce qu'on a des échéances aussi, nous, sur les marchés publics, qui font qu'on doit avoir du produit recyclé, enfin, que nos clients, en fait, doivent acheter des produits recyclés ou issus de matières renouvelées. Donc on doit s'adapter. Maintenant, on le fait au fur et à mesure sur nos marchés parce qu'on a des marchés qui sont longs, 3 à 4 ans. Donc Mmh. on attend la fin d'un marché pour pouvoir, voilà, modifier éventuellement le marché qui suit. Je ne sais pas Merci, si j'ai merci. répondu à la question, je suis un peu à côté. Ben, de toute façon, on va la perdre à notre Ouais. auditeur ou auditrice, bah, elle peut repréciser sa question si la réponse était pas tout à fait, est tout à fait claire pour elle, hein, ou pour lui. Voilà, mais merci. Alors, J'ai une question. ah, il y a une question qui arrive. On me dit à l'oreillette. Est-ce qu'elle est là? La voici. La voici. Alors, dans un cadre ESN, pensez-vous que certains marchés, ou le multi-éditeur, puissent correspondre à de la vente de compétences type régie, placement de développeurs? Pas du tout. Le marché du multi-éditeur, c'est vraiment réservé à tout ce qui est logiciel et plateforme. Hmm. C'est pas un marché de conseil et justement pour tout ce qui est ESN, généralement alors après à voir en fonction, je connais pas tout à fait, je connais pas du tout votre activité d'ailleurs, mais généralement c'est plutôt, voilà, sur des prestations intellectuelles informatiques, donc ce qu'on dit du Oui. PDSI et là, il faut que vous alliez sur notre site, vous regardez en fonction de ce que vous proposez, de voir sur quel marché vous pouvez vous positionner. Mais le Hmm. marché du multi-éditeur, il est vraiment pas fait pour ça. Ça ne veut Hmm. pas dire que si vous vous lancez dans une activité, d'éditeur et qu'à un moment donné, vous avez un logiciel, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le vendre. Ça veut dire que vous pourrez vendre que ça sur ce marché-là. Et puis pour l'avoir pratiqué également, c'est vrai que quand on s'adresse à un client public et qu'on a des prestations qui sont donc de régie ou de développeur et qu'on discute avec son client final, hein, donc la collectivité, et qu'elle utilise déjà les marchés de conseil, à ce moment-là, elle a en général un ou deux attributaires qui sont ses préférés et c'est elle qui en général fait la mise en relation en proposant d'intégrer l'offre qu'on lui a faite via un de ses référents en quelque sorte de ce marché. Donc c'est possible, mais pas par le multi-éditeur. Effectivement, le multi-éditeur, si on a vendu une solution et qu'on doit la faire évoluer, qu'on doit revendre un peu de développement, on peut le passer, mais seulement sur sa solution. Alors, encore une précision qui arrive. Alors, précision à la question d'avant. Oui, oui, c'est cela. Un outil capable de repérer les conditions éthiques pour bien identifier les parties qui font émerger ces nouvelles contraintes, encourageant pour les nouveaux fournisseurs. D'accord, alors oui, alors j'ai répondu un peu à côté effectivement. Non, j'en ai pas connaissance. Maintenant, il y a quand même une particularité du code de la commande publique. Le code de la commande publique, il repose sur 3 grands principes. L'égalité finalement vis-à-vis, de l'accessibilité pardon, aux Mmh. procédures, la transparence des procédures, et puis le troisième que j'ai mangé, j'aurais pas dû commencer par 3. Le troisième que j'ai mangé, mais bon, en gros, voilà. Ces 3 grands principes, ils impliquent des choses. Ils impliquent en fait que, lorsqu'on choisit, un fournisseur sur un marché, quelle que soit la procédure, on ne peut pas faire finalement de procédure, en tout cas actée, sur le fait que ce soit une entreprise qui fasse, du made in France ou que ce soit une entreprise française. Je sais que ça peut paraître, paradoxal par rapport à tout ce qu'on peut entendre en ce moment, voilà, sur la souveraineté nationale, mais en tant que tel, en tout cas, dans une procédure, c'est des choses dont que l'acheteur n'a pas le droit de faire ressortir et Mmh. on serait d'ailleurs attaquable si un de nos fournisseurs nous attaquait dessus. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas du tout retranscrit, ça veut dire qu'on ne peut pas le mettre, on ne peut pas l'écrire strictu sensu. Donc Effectivement, ce qui n'empêche après, pas après oui. Ce qui n'empêche pas dans l'échange avec son client final de le mettre en avant et qu'il soit sensible, à ce point. alors on peut le mettre en avant uniquement quand, la procédure, elle est déjà notifiée et qu'on est en phase de commercialisation. Oui. On n'a pas le droit de le faire pendant la procédure. Mmh. Voilà.
pas d'autres questions. Eh bien, Nathalie, un grand merci pour toutes ces précisions. Vous l'avez compris, on a présenté tous les cadres juridiques, mais avant de signer, avant d'être présent sur le cadre juridique et de discuter le contrat, il faut déjà être identifié et connu. Et c'est là qu'intervient Pascal, puisque Pascal va nous parler de Solène. Et là, c'est vraiment le modèle qui permet, alors à la fois sur le public et sur le privé, il va nous l'expliquer, d'être présent, d'être identifié et d'ensuite pouvoir activer les cadres juridiques comme l'UGAP. Oui, donc À toi, bonsoir. Pascal. Oui, vous m'entendez, c'est bon? Très bon. Oui, bonsoir. Donc merci Christian pour donner cette occasion donc, de présenter Solène. Solène qui est bien connue au sein de Systématique puisque vous en êtes les initiateurs. Donc juste pour la petite histoire, donc Solène a été créée par Systématique et a été repris donc ensuite par Pascal Gaillat en 2020 pour lui donner une dimension plus nationale, voilà, et pouvoir avoir justement un panorama beaucoup plus large. Donc l'objectif de Solène, donc, c'est de fédérer les acteurs français du numérique. Donc pourquoi Christian en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc effectivement, et c'est l'objet du webinaire, c'est comment adresser le secteur public. Et notre ministre de tutelle, Jean-Noël Barrot, en a fait des annonces quelques jours passés où effectivement, l'État aussi s'engage de mettre en avant les commandes publiques, même de doubler les commandes publiques auprès des acteurs français du numérique. Donc, de là, avec effectivement les contraintes que nous a expliquées Nathalie de la commande aussi publique, mais je reviendrai un petit peu dessus. Donc nous, l'idée, c'est vraiment de mettre en avant en fédérant les acteurs français du numérique. Et je reviendrai, je vais vous montrer ce que veut dire acteurs français du numérique. Bien sûr, améliorer la visibilité de ces solutions auprès des décideurs d'entreprise, d'administration et de collectivités, puisque c'est important. Ce qu'on voit souvent, c'est que les DSI ou les métiers qui sont à la recherche ou les services dans les collectivités qui sont à la recherche de solutions ne connaissent pas forcément tous les mécanismes, l'UGAP, les appels d'offres, etc., qui sont gérés par des personnes de différents services, et donc un besoin de faire une sélection et de retrouver. Et le souci que l'on a par rapport à nos amis les GAFAM qui sont facilement identifiables, on a une perte de visibilité et souvent, et on le verra, on a un panorama très complet mais peu visible. Donc, c'est l'idée de Solène, c'est de dire je recherche une solution française, je vais dans Solène et je peux individualiser des solutions qui sont éditées par des entreprises françaises. Et bien sûr, développer un écosystème pour renforcer ces offres et proposer de vraies alternatives donc aux solutions, on dira, non européennes. Donc, comme je le disais, c'est une plateforme qui a été créée en 2015 par Systématique, reprise en 2020 par Pascal Gaillat, qui par ailleurs fait des événements pour mettre en avant des cas d'usage. Et donc, j'ai rejoint Pascal pour co-animer cette plateforme il y a un peu plus de 6 mois. Donc, pour pouvoir adhérer à Solène, on va signer une charte. C'est-à-dire que ce n'est pas une certification, ce n'est pas un Origine France certifié, ce n'est pas une certification, mais globalement, on fait signer une charte qui permet de vérifier que la société qui veut se faire référencer soit bien une société française. Donc, comment? Il faut que déjà le siège principal soit situé en France, que la propriété intellectuelle soit en France, qu'une R&D dont les dépenses représentent plus de 50% soit basée aussi en France. Un chiffre d'affaires supérieur à 100 000 euros, ça aussi, c'est pour éviter la jeune start-up qui est plutôt portée par la communauté French Tech, dont c'est l'essence de porter en avant les start-up. Donc nous, c'est les entreprises qui ont déjà des vrais clients, c'est pour pouvoir répondre justement à des contraintes assez importantes des entreprises qui souhaitent pouvoir utiliser des solutions qui existent et dont les revenus ne sont pas forcément que par des levées de fonds, mais par des revenus clients. C'est aussi favoriser l'utilisation de composants logiciels et infrastructures majoritairement détenus par des sociétés françaises. On ne va pas être restrictif, tout ne va pas être français, même s'il y a des entreprises qui développent en France, ont des solutions françaises, qui sont hébergées par des hébergeurs français, etc.
mais ne soyons pas trop jusqu'au-boutistes. Voilà, on a quand même pas mal de sociétés françaises qui développent des solutions qui sont hébergées sur Amazon ou autres, mais dans ces cas-là, il faut aller regarder un peu plus dans le détail. Et puis, c'est aussi animer cet écosystème, c'est de se connaître. Donc, il y a des ateliers qui existent. On en a fait autour de l'IA, on va en faire d'autres. C'est aussi pour que l'écosystème se connaisse et puisse éventuellement monter des partenariats, ce qui a déjà été le cas entre eux, pour pouvoir se renforcer, se compléter et répondre au mieux peut-être à des appels d'offres où souvent petits, c'est compliqué. Et en se mettant à plusieurs, en créant des groupements, ça se fait beaucoup, on peut effectivement répondre à ces appels d'offres plus facilement. Donc Solène, aujourd'hui, c'est plus de 300 sociétés, donc plus de 300 acteurs français du numérique. C'est plus de 450 solutions réparties dans 12 catégories. J'en ai créé une 13e là, récemment autour de la vidéo. C'est une demande de plusieurs éditeurs qui sont spécialisés dans la vidéo, qui aujourd'hui portent beaucoup donc pour ressortir plus facilement. Donc on est à 13 catégories. On a une représentation nationale, vraiment Solène, ça représente. Alors bien sûr, c'est représentatif de la France, donc beaucoup en Île-de-France, et puis d'autres répartis sur le territoire. Tout ça pour dire qu'on a vraiment une vision complète du territoire. Donc un mapping, et là, ça montre bien le nombre et le choix et le panorama en fait du numérique français. On répond à tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de secteur où il n'y a pas d'entreprise française. On ne peut pas dire là je ne trouve pas parce qu'il n'y en a pas, on n'est pas reconnu. Donc ça permet rapidement d'avoir une vision de l'ensemble du panorama et de pouvoir choisir assez rapidement et d'être identifiant. Donc je vais vous expliquer aussi, certaines entreprises ont leur logo, d'autres sont nommées, et ça permet aussi au niveau de l'adhésion. Comment ça fonctionne? Tout simplement, c'est une plateforme donc, sur laquelle j'ai une barre de recherche, et à ce moment-là, j'ai plusieurs solutions pour pouvoir rechercher une entreprise. Soit je recherche une catégorie, donc vous avez plus de critères et une petite fenêtre qui s'ouvre, et là, vous pouvez choisir une des catégories et même sélectionner la région, et ça vous permet de faire apparaître les entreprises qui correspondent à ces critères. Ou vous pouvez tout simplement taper dans la barre de recherche une expression, une catégorie, un mot-clé, un nom de produit. Je cherche visioconférence ou marketing ou vidéo. Et donc là, en fonction de la fiche de l'entreprise qui est référencée, les entreprises vont pouvoir ressortir et vous pourrez les sélectionner. Voilà donc un exemple sur messagerie. Ça permet, donc sur la droite, ça vous donne déjà un aperçu de l'ensemble des entreprises qui proposent des solutions de messagerie basées donc en France. Et bien sûr, en cliquant sur les fiches, vous avez beaucoup plus d'informations. Donc sur la gauche, une fiche qui est beaucoup plus remplie avec un référencement renforcé, c'est ce qu'on appelle l'adhésion premium, qui permet d'avoir un descriptif très important, long, et qui permet aussi d'alimenter le moteur de recherche, des visuels, et puis des informations juridiques, puisqu'on souhaite être transparent aussi quant à la société. Et sur la droite, donc une autre entreprise qui, elle, a fait un choix de ce qu'on appelle l'adhésion basique, qui est quand même représentée, mais avec moins d'informations. Voilà, donc un annuaire complet, une autre société, Genspot, voilà, qui a son ensemble d'informations et qu'on voit qui est pas indiqué là, mais qui a des certifications et des référencements. Et d'ailleurs, ça fait le lien donc avec Nathalie tout à l'heure. Les entreprises qui le souhaitent peuvent indiquer qu'elles sont référencées UGAP. Ce qui veut dire que je peux, dans le moteur de recherche, taper, me dire quelles sont les entreprises qui se déclarent être référencées à l'UGAP, ce qui me permet de référencer les entreprises françaises référencées à l'UGAP, par exemple. Mais ça peut être d'autres référencements de sécurité d'ISO 27001 et de SecNumCloud, qui est important puisque la norme SecNumCloud permet deux choses. La première, de valider le niveau de sécurité
de l'entreprise, puisqu'elle est basée sur l'ISO 27001, mais dans un deuxième temps qui permet aussi de garantir que cette entreprise est une entreprise française. Puisque, comme je vous mets dans la charte, dans ce n'est pas une certification, mais dans la norme SecNum Cloud, l'entreprise doit obligatoirement être une entreprise au moins européenne, tout au moins le siège doit être en Europe. Voilà, il y a des critères qui permettent d'éviter que des entreprises comme les GAFAM puissent être SecNum Cloud. Et c'est aussi un moyen, là par contre, d'adresser au niveau des appels d'offres en disant je vous dis voilà, il faut que l'entreprise que je sélectionne réponde à la norme SecNum Cloud et automatiquement ça va écarter certaines entreprises qui ne peuvent répondre. Voilà. Donc vous voyez, ça répète, effectivement, j'ai un certain nombre d'informations. Ça permet surtout à la personne qui fait une recherche déjà d'avoir un visuel très important et rapide, une fiche importante de l'entreprise. Alors, on me dit souvent, oui, mais il y a déjà Numéum. Alors, Numéum, effectivement, ça existe. Numéum qui est qui regroupe l'ensemble des entreprises, enfin l'ensemble, une grande partie des entreprises du numérique en France, ce qui ne veut pas dire qu'elles soient françaises. Et en même temps, c'est un peu de l'autodéclaratif. Vous verrez, voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui ont même disparu, qui sont encore référencées à Numéum, alors que nous, les entreprises, ce n'est pas de l'autodéclaratif, nous envoient un formulaire avec la charte signée, on contrôle, on vérifie, et régulièrement, on fait des mises à jour pour être sûr que l'ensemble des informations correspondent bien à l'état actuel des entreprises. Et on le sait que dans le numérique, ça évolue très rapidement. On fait des mises à jour plusieurs fois par an. D'ailleurs, on va sortir une version du mapping la semaine prochaine. Voilà, donc ça évolue et ça permet d'être sûr. Enfin, on joue beaucoup sur la qualité de l'information que l'on met. Et en même temps, si vous vous trouvez une entreprise, vous voyez en bas à gauche, il y a contacter l'entreprise. C'est nous qui allons recevoir l'information, ce qui me permet de qualifier déjà l'appel entrant pour savoir si effectivement il y a un vrai besoin déclaré par la personne. Et ensuite, on va renvoyer ce cas qui est déjà préqualifié, ce prospect préqualifié à l'entreprise pour qu'elle puisse le prendre en compte. Donc, c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant pour le fournisseur puisqu'il reçoit un appel entrant, un lead qui est déjà préqualifié, mais c'est aussi engageant pour le prospect puisqu'il va être contacté directement par le client pour lequel il y aura déjà quelques informations en amont. Donc, comme je vous disais, deux formules, une basique, une premium. Donc, le basique est gratuite, dans lequel il y a le logo, un descriptif de 200 caractères maximum, et ce n'est pas très long, sur la plateforme. Bien sûr, le nom de la solution, sur le mapping, et puis un droit d'utilisation de Solène pour être référencé. Et l'autre côté, il y a le premium à 500 € par an, qui permet d'avoir un référencement beaucoup plus important. Toujours le logo, c'est le minimum sur la plateforme. Une description donc étendue à 2500 caractères. Donc, ça permet de dire beaucoup de choses. Ce qui me permet aussi de préciser, certaines entreprises préfèrent ne pas référencer l'entreprise par elle-même, mais plutôt les offres. Puis c'est ce qu'elle vend, c'est ce qu'elle met en avant. D'autres entreprises comme DocaPost est référencé et les marques type AR24, Meleva, etc. sont aussi présentes. Ça, c'est un choix. On a la possibilité des deux. C'est en fonction de vous, comment vous adressez le marché, si c'est l'entreprise ou si c'est une marque liée à votre produit. Bien sûr, possibilité très importante, les référentiels et certifications mises en avant dans la fiche dès le départ, ce qui permet une sélection et une différenciation par rapport à d'autres beaucoup plus importants, des mots-clés, des visuels, les liens des réseaux sociaux, le logo sur le mapping. On fait souvent des publications LinkedIn pour les nouveaux arrivants, mais aussi en fonction des catégories, ce qui permet d'identifier beaucoup plus rapidement. On reposte, on republie régulièrement des posts que vous faites, ce qui permet d'informer toute la communauté et tous les suiveurs. On le verra après, mais sur LinkedIn, on a plus de 2000 personnes qui nous suivent. On travaille sur des nouveaux radars, on participe, donc on crée des réunions thématiques d'animation. Comme je vous le disais au départ, Pascal Gaïa aussi fait des soirées de mise en avant de cas d'usage. Alors, pas simplement pour les entreprises de Solène, mais sous beaucoup d'entreprises de Solène, donc ça permet aussi une mise en avant. Et puis, vous pouvez bien sûr utiliser le logo de Solène.
Donc, comme je vous le disais, une présence sur les réseaux sociaux, donc plus de 2000 abonnés sur la page de Solène en moins de 2 ans, ce qui est déjà pas mal pour le secteur. Euh, et puis aussi une présence sur Twitter, si, comme on le dit aujourd'hui, Elon Musk nous permet de continuer de le faire avec ces changements quotidiens des règles sur Twitter. Mais globalement, et sur le B2B, c'est essentiellement LinkedIn qui fonctionne. Et on a beaucoup de reposts, de mentions aussi. Hein. De plus en plus, nos membres nous mentionnent, ce qui permet d'augmenter la visibilité de l'ensemble de la communauté. On a mis en place aussi un suivi sur la plateforme via un membre de Solène qui s'appelle Swatix, et qui permet de faire remonter un certain nombre d'informations et de les agréger tout en respectant le RGPD, puisque l'ensemble des données qui sont collectées sont hébergées soit chez Swatix et donc OVH, soit vous pouvez les récupérer pour pouvoir les traiter en interne. Voilà, donc ça nous permet de donner un suivi, de voir l'évolution de la visite de la plateforme. On voit qu'à peu près c'est sur 2 mois, on a eu plus de 1000 visites sur la plateforme. Alors après, on nous demande, oui, mais j'ai pas eu de lead. Peut-être directement. Ça, on ne va pas identifier si un lead qui vous arrive vient par Solène ou pas. Puisque la personne a très bien pu vous trouver, vous découvrir sur Solène, basculer sur votre site et après faire la fiche contact de votre site ou vous appeler directement. Donc là, celui-là, ben, effectivement, le lead vous arrive grâce à Solène, mais on ne peut pas l'identifier en tant que tel. On ne veut pas non plus tout suivre et on veut rendre les choses fluides. C'est le but, on travaille vraiment sur la visibilité et la fluidité pour l'arrivée des leads. Voilà, on organise des événements de promotion, on a fait des rencontres dans le Grand Est. Et puis, comme je vous disais, il y a les Cadors. On organise aussi un salon en avril 2024, donc pour les collectivités franciliennes. Mais ça, on pourra, si vous êtes intéressé, de venir en contact. Voilà. Donc, si vous avez toutes les questions que vous voulez, vous avez mes coordonnées. Bon, je pense qu'elles seront retransmises ensuite. Oui, sans problème. Sans problème. Voilà. Donc, on peut ouvrir les questions. Très bien. Alors, moi, j'ai déjà une question. Parle-nous un peu de la typologie des gens, en particulier du secteur public, qui eux, viennent faire leurs courses, en gros. Comment est-ce qu'elles sont est-ce qu'elles peuvent échanger entre elles? Comment ça se passe si moi, je suis acheteur public et que je me dis, tiens, ben, je vais aller sur Solène, mais ça m'intéresse de voir comment je peux identifier des sociétés. Alors, ce qui se passe, effectivement, c'est que je vais sur Solène, je peux faire une recherche. Je trouve la solution, c'est déjà eu le cas, j'ai discuté avec un DSI de département, il m'a dit c'est bien, j'ai trouvé, je ne savais pas, j'ai trouvé ma solution, j'ai appelé la boîte et on a fait affaire. Bon, ça c'est ce que je disais, c'est le lien le plus direct. Ensuite, ils peuvent aussi nous contacter. Il y a un formulaire de contact en disant je recherche tel type de solution, j'ai fait une première recherche, premier niveau de recherche dans Solène, je n'ai pas bien trouvé, est-ce que vous pouvez nous aider? Nous, on a une meilleure connaissance. On a aussi une connaissance d'entreprises qui n'ont pas forcément dans Solène. On n'est pas non plus sectaire. Et ça nous permet effectivement de les aider à trouver ou de rediriger vers ou de sonder, voilà. Ou des fois, dans le descriptif, il n'y a pas tout non plus. Et donc, de les aider à trouver la solution qui leur permette de répondre à leurs besoins. Donc, oui, on peut apporter une aide autour de ça. Donc, elle est comprise dans le prix si on passe une demi-heure pour le faire. Ensuite, on peut aussi aller beaucoup plus loin et pouvoir aider de façon plus importante. Ce qu'on fait souvent, si on nous dit, voilà, je recherche une solution de messagerie, je la fais simple, mais je n'ai pas le temps pour regarder dans Solène. On va, en fonction des critères, on va quand même appeler la personne pour en savoir un tout petit peu plus au niveau de la Solène. On va extraire 4, 5, 6 éditeurs qui peuvent répondre et on va transmettre cette liste et à lui ensuite de contacter les différentes personnes. On ne va pas mettre en avant l'un ou l'autre, ce n'est pas notre rôle, c'est vraiment donner une visibilité à l'ensemble des répondants en fait, au niveau des critères. Merci Pascal, c'est très clair. Alors j'ai une question qui est arrivée qui peut vous concerner un peu tous les deux. La question,
la première question qu'on a reçue entre-temps, c'est est-ce que l'on peut mettre en avant le Made in France en faisant référence à ses clients français? Alors, Alors, Pascal, toi, effectivement, on peut mettre des références si on est référencé bien sur sûr, Solène. bien sûr, on peut mettre des références. On peut effectivement, si je peux mettre la liste ou une référence de clients français dans des références ou tout simplement dans le descriptif. Voilà, donc il y a un moyen. Par contre, là, il faut être premium pour un peu plus de possibilités de faire. Donc effectivement, après, je ne suis pas forcément made in France parce que j'ai des clients français. Microsoft a des Ouais. clients français et ce n'est pas pour ça qu'ils sont made in France. Exactement. Et Nathalie, toi, de ton point de vue, alors avec l'UGAP, c'est plus difficile d'afficher des références. En fait, on commence à le faire, c'est-à-dire sur le fabriqué Bah en oui. France, on est en phase d'expérimentation, c'est-à-dire qu'on commence maintenant à afficher les solutions et les offres qui sont fabriquées en France selon on va dire deux marquages. Un qui est Origine France Garantie, qui est une labellisation mais qui est payante, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et l'alternative, sinon, c'est le fabriqué en France, qui est donc le fait de répondre au fait qu'on fabrique en France selon le code des douanes. Et donc là, Oui, c'est les d'accord. entreprises qui prennent la responsabilité de ce qu'elles choisissent d'afficher. Donc, elles affichent tous les produits, en fait, tous les produits qui sont Made in France, Origine France Garantie, ils ont le marquage ou le label sur le site. Mais du coup, nous, on peut le faire qu'une fois que l'appel d'offres il a été notifié. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire en amont de la procédure. On n'a pas le droit de mettre dans une procédure, je veux du Made in France. Par contre, comme Pascal disait tout à l'heure, il a tout à fait raison, il y a des manières d'écrire les appels d'offres. Et l'Origine France Garantie, c'est que des produits manufacturés. Je pense que fabriqués en France, ce sont que des produits Oui, manufacturés. Donc, que du Ouais, logiciel. pour l'instant, ça ne répond pas à la problématique des éditeurs numériques, en fait. Hein. c'est ça. On a des discussions un peu avec Origine France Garantie. On voudrait qu'ils prennent en compte aussi le numérique. Hein. Voilà, parce que c'est bien de fabriquer en France, mais si toute la plateforme numérique elle est étrangère, Oui, voilà, effectivement. un peu des limites. Mais bon, ça, c'est autre chose. C'est un autre discours. Ça sera un autre webinaire. Ouais. Oui, exactement. Alors, autre question qui vous concerne aussi un peu tous les deux. Peut-on acheter du support de solutions open source, dans le catalogue multi-éditeur, et deux, est-ce que finalement, sur Solène, on peut dire, moi, je veux de l'open source? Bon, je vais répondre pour Solène, ce sera un peu plus Ouais. rapide. Oui, effectivement, toujours pareil, il y a des entreprises qui se revendiquent open source et souhaitent le mettre en avant, donc ils l'indiquent, il suffit dans le moteur de dire open source. Et là, j'ai l'ensemble des sociétés qui se déclarent open source. Alors après, nous, on met l'information que nous donne l'éditeur. Hein. On ne va pas vérifier si effectivement, on ne va pas aller sur leur GitHub, vérifier que l'ensemble de leur code soit open source, etc. Mais ça permet effectivement une première solution. Et pour l'UGAP, tout dépendra. Voilà, on n'a pas le droit sur les marchés publics, on n'a pas le droit de faire de la gratuité. Donc voilà. Donc si le support il est payant, je veux dire oui, vous pourrez le faire référencer S'il est sur en la mode ME SaaS, maintenant. pas de souci. Pardon? Je dis, s'il est en mode SaaS, du coup, pas de souci, parce qu'on vend le Voilà, support avec la licence, quoi. c'est ça. Ouais. Pour compléter, on peut, hein, enfin, on peut dire qu'on veut des solutions open source. Après, c'est gratuit, mais les entreprises, il faut qu'elles vivent. Donc, elles vivent par du support, par de la mise en place, etc. Parce que j'ai fait justement ce qu'on appelle la CCTP pour une grosse collectivité lyonnaise où effectivement, c'était le plan France Relance. Et là, le plan France Relance, la BPI demandait à ce que ça soit, effectivement, la NCT demandait que ce soit de l'open source. Donc, l'appel d'offres spécifiait de l'open source. Effectivement, c'était un marché de 2 millions d'euros, donc ce n'était pas gratuit. Pourtant, c'était du full open source. Eh oui. Oui, parce qu'il faut l'installer quand même, il faut le supporter, il faut former, il n'y a pas que le. L'open source ne veut pas dire gratuit. Hein, Oui, Oui, c'est le sourcing, on va dire ça comme voilà, ça. c'est une voilà. partie. Ouais. Ouais. C'est le modèle en fait économique, le business model qui est différent. Eh bien, écoutez, je crois qu'on arrive au terme de notre webinaire. Je vous remercie pour vos interventions, pour le temps que vous avez passé à préparer et à nous donner toutes ces bonnes informations. Je veux simplement rappeler à nos auditeurs que dans le lien, on va vous mettre, on vous a mis déjà même le lien pour tous les autres webinaires de notre session SODIPTech. Et que également, toujours un peu dans la dynamique d'accompagnement, on a un dernier webinaire qui aura lieu demain
à 14h, à 13h. Et ce webinaire, il va parler de propriété industrielle et surtout de regard de la propriété industrielle comme actif immatériel. Souvent, la propriété industrielle, elle est vue comme une protection, mais on peut avoir une autre approche comme un actif immatériel, comment on va l'inscrire à son bilan, comment on va se mettre en situation de la vendre dans les meilleures conditions ou de la céder ou de la louer. Et donc ça, c'est un sujet qui fait partie de la thématique accompagnement et des 4 webinaires qu'on a proposés. Eh bien, encore merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci Nathalie, merci Pascal. Merci à toi, Christian. Merci et puis, on aura l'occasion de reparler de tous ces beaux sujets, en particulier, comme le disait Nathalie, sur le marché territoire de demain, qui s'annonce important et sur toute la dynamique Smart City. Et là, pour le coup, il y aura vraiment plein de sujets et ce marché vraiment innovant puisqu'il y aura du conseil, du hard et du soft. Donc, ça sera fabuleux. Merci, bonne soirée. Merci à vous. Au revoir tout le monde. Et puis, pour ceux qui sont intéressés, webinaire dès demain, 9h, on reprend le dernier jour. Bonne soirée à tous, au revoir. Bonne soirée. Au revoir.